Je sais que certains d'entre vous complotent dans l'ombre. Sachez que mon regard voit tout et que ma patience a des limites. Philippe III le Bon, le rêve d'un royaume. « 1396. L'Europe n'est plus qu'un échiquier brisé. Depuis près de 60 ans, la guerre de 100 ans consume les royaumes. Des villages brûlent, des trônes vacillent, des dynasties s'effondrent. La France se déchire. L'Angleterre avance ses lions d'or. Le Saint-Empire observe. Et au cœur de cette tempête naît un enfant. Un enfant qui ne portera jamais de couronne, mais qui rêvera d'un royaume. Son nom, Philippe III le Bon. « 1419. Un pont, Montreux. Son père, Jean sans peur, s'avance sous promesse de paix. Sur le pont de Montereau du duc La trahison est au rendez-vous. Les lames frappent. Le monde bascule. Ce jour-là, Philippe ne devient pas seulement duc. Il devient mémoire. Il devient colère maîtrisée. Il devient volonté. Père, votre mort ne restera pas impunie. J'exige vengeance et je l'obtiendrai par le sang s'il le faut. Certains héritent d'un trône. Lui hérite d'un affront. Dans ces silences naît un projet. Ne plus dépendre, ne plus subir, ne plus courber l'échine devant Paris. Il sera marié à Isabelle de Portugal. Mariage célébré à Bruges le 7 janvier 1430. La Bourgogne n'est pas un simple duché. Elle est une artère d'Europe. Ses villes flamandes sont plus riches que des royaumes. Ses marchands financent des guerres qu'ils ne livrent pas. Ces routes relient la mer du Nord aux Alpes. Philippe comprend ce que d'autres ignorent. La puissance ne se brandit pas toujours. Elle se tisse. Il s'allie à l'Angleterre, pas par loyauté, par nécessité. Dans l'ombre d'Henri V, il voit une brèche. Affaiblir la France, renforcer son autonomie. Nobles de Bourgogne, écoutez attentivement. Les récents événements à la frontière exigent une réponse ferme de notre part. Dans notre histoire, Philippe pousse plus loin encore. Il imagine une zone commerciale bourguignonne protégée, un corridor économique entre Londres et Bruges. Un axe maritime sous influence ducale. Un embryon d'empire sans proclamation. C'est le plus beau velours écarlate, sire. 30 livres le rouleau. 25, pas un sou de plus, et je prends le tout. Attention à la barrique, elle est lourde. Par ici, aidez-moi à la soulever. Plus vite, il faut charger tout ça avant la marée haute. Le port belge d'Anvers, situé sur l'estuaire de l'Escaut, devient un temps une plaque tournante du commerce du nord de l'Europe. D'intenses activités commerciales s'opèrent chaque jour avec frénésie. La Bourgogne n'est plus un territoire, elle devient une stratégie. Et puis vient l'âge d'or. De Dijon à Bruges, les clochers s'élèvent, les ateliers flamboyants illuminent la Flandre. L'or circule comme le sang dans les veines d'un géant. La cour bourguignonne éclipse celle des rois. Velours cramoisi, tapisseries gigantesques, festins qui durent des nuits entières. Mais derrière l'apparat, Philippe bâtit.
La noblesse anglaise est invitée à la table de Bourgogne, car c'est l'époque des festins princiers. En l'an de grâce 1430, le duc Philippe III le Bon donna naissance à une confrérie appelée à traverser les siècles, l'Ordre de la Toison d'Or. Lucide quant à la puissance symbolique d'un tel geste, il ne voulut point d'une simple distinction honorifique, mais d'un cénacle choisi, resserré, presque sacré, un cercle d'élus liés par l'honneur, la fidélité et le prestige. Alors s'ouvrit le temps des manteaux écarlates, lourds de velours et de solennité, et des colliers d'or flamboyants, où scintillait le bélier mythique, suspendu comme une promesse d'éternité. Dans les couloirs feutrés, une idée circule. Et si cet ordre devenait la colonne vertébrale d'un royaume nouveau, un royaume qui ne devrait rien à Paris, ni à l'empereur, un troisième soleil européen. Philippe ne prononce pas le mot, mais il le pense. Royaume. Mais l'histoire résiste. La France ne meurt pas. Sous Charles VII, elle se relève. Une certaine Jeanne, dit la pucelle de Don Rémy, changera le cours de l'histoire. Jeanne d'Arc mènera Charles VII, le roi de France, jusqu'à son couronnement. Les Anglais reculent, l'équilibre change. Philippe comprend avant les autres. Il rompt, il négocie, il signe. Le roi Charles VII de France modifiera et raturera des lignes du traité à son avantage. Le duc Philippe le Bon choisit la Sainte-Chapelle de Dijon comme lieu, chapitre et collège de l'Ordre de la Toison d'Or. Très pieux et grand catholique, il y priera tous les jours lorsqu'il résidait à Dijon. Mais très vite, on l'accusera de trahison. On le dit opportuniste. Non, il est stratège. Il change de camp pour préserver son rêve. Il centralise ses terres. Il uniformise l'impôt. Il impose des conseils communs. Il fait de Bruxelles un centre décisionnel. Dans ses projets secrets, jamais proclamés, il envisage une capitale unique, une monnaie plus stable, un État qui ne serait plus seulement féodal, mais administratif. Un État moderne avant la modernité. Un royaume sans couronne. Mais toute grandeur inquiète. Les villes flamandes grondent. Elles veulent leurs libertés intactes. Les princes voisins jalousent cette richesse insolente. Le roi de France redoute cette puissance à sa frontière. Et dans l'ombre, un regard brûle. Charles le Téméraire, le fils, lui ne veut pas influencer l'Europe. Il veut la dominer. Là où Philippe avance masqué, Charles dégainera. Philippe voulait l'équilibre, un empire d'influence, un réseau invisible, une couronne implicite, l'acier, les batailles frontales, la proclamation éclatante. Le père tissait la toile. Le fils la déchirera. « 1467. Philippe s'éteint, sans couronne, sans royaume proclamé. Mais derrière lui, une construction titanesque, un ensemble territorial cohérent, une économie intégrée, une élite fidèle, un rêve presque accompli. Il explosa. Et l'Europe en trembla. Philippe III le Bon. Ce duc de Bourgogne, peu connu, mais pourtant essentiel à l'écriture de notre belle histoire de France. Vous venez de voir Philippe III le Bon, le rêve d'un royaume. Un film de Lionel Vigneron, de la collection La Bourgogne et son histoire.
parce qu'un autre cinéma naît. The Time Machine.